Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre plateau, à votre grande émission, la présidentielle et le PAC. La mission qui est la nôtre, je ne cesse de le rappeler, c'est d'apporter aux Congolais, aux souverains premier électorats, n'est-ce pas, toute la richesse contenue dans les programmes des sociétés des candidats. Alors aujourd'hui, nous avons pensé traiter une grande question en tout cas, et qui porte sur les infrastructures. Il faut rappeler, Sarah, que le Congo, en temps, s'était doté d'une politique, la mise en place des infrastructures, question de emmener le Congo vers son développement, pourquoi pas la diversification des économies. Est-ce que tu as encore un rappel de ces infrastructures? Voilà, Romy Kokilas, comme tu l'as dit, la campagne électorale pour la présidentielle des 12 et 15 mars se poursuit. Les candidats sont sur le terrain afin de convaincre les Congolais de voter pour leur projet de société. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous nous intéressons sur le volet infrastructure et son impact sur l'économie congolaise. Les représentants des candidats sont avec nous sur ce plateau justement pour débattre sur cette question. Ouais, pour ce faire, nous avons reçu M. Eric Ngolo. Il est ici pour l'instant le communicateur du candidat Denis Sassou Nguesso. Bonjour Eric. Bonjour le philosophe, comme on a l'habitude de le dire, Cédric Pambo, représentant du candidat et donc voilà. Vivez Manan. Je vous en prie, nous allons votre. Alors nous avons M. Goma qui est le directeur de campagne du candidat Kinoubi Kiambongo. Également celui qui vient de nous qui prend place aujourd'hui, qui a accepté de partager son programme de son candidat, c'est monsieur le docteur Amboubi AZ. AZ qui a l'habitude de faire des débats avec nous, il faut le dire comme ça. Et vous représentez ici le candidat Dave Mafoula. Merci beaucoup. Alors, Sarah, il faut rappeler qu'en tout cas, c'est une urgence, c'est une nécessité parce que l'État congolais s'était doté, comme tu viens de le dire, de ces infrastructures. Une première au Congo, il faut le reconnaître. L'État étant une continuité, nous avons envie de savoir auprès de ces candidats qui sont représentés ici, la portée même, l'importance, la valeur, la place de ces infrastructures au regard de ce qui a été dit. Et vous avez parlé de l'impact de ces infrastructures dans l'économie congolaise. D'abord, un regard sur ces infrastructures. Alors, Monsieur Pambo, Cédric, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes congolais. Qu'est-ce que vous dites de ces infrastructures actuellement? Bon, mais le grand Romy, j'aimerais d'abord vous remercier pour cette nouvelle invitation. Parce que pour nous, les mécontents, c'est un bonheur de se retrouver sur votre plateau pour communiquer davantage notre programme de société. Bon, mais comme vous parlez de la question concernant les infrastructures, je dirais que le constat est vraiment amer aujourd'hui. On ne peut pas dire que les infrastructures n'existent pas. Nous en avons ici dans notre pays. Mais moi, je pense qu'il faut s'interroger sur la qualité des infrastructures que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Mais également, il faut voir quel est leur impact sur la vie des Congolais ou encore sur l'économie congolaise. Parce que lorsque vous avez des infrastructures, il faut voir tous les paramètres, n'est-ce pas, pour que ces infrastructures puissent profiter, bien évidemment, aux populations. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment une catastrophe. Et je crois que nous allons rentrer dans le vif du sujet pour donner plus de détails et des exemples, démontrer effectivement que tout est à refaire. Voilà. Monsieur AZ, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, effectivement, je vous remercie d'abord pour cette belle invitation, surtout en cette période des campagnes électorales. Et le thème pour nous, les représentants du candidat Dave Mafoula, nous l'avons mis sur l'aspect 3. Mais l'aspect 3 prend en compte les aspects éducation, santé et la diversification de l'économie. C'est là où nous avons mis un accent sur les questions d'infrastructure. Mais vous allez constater que depuis plus de 20 ans, nous avons ici au Congo amorcé une initiative qui était la plaque tournante à travers la municipalisation accélérée. Et on a constaté que dans ce projet-là, il y a eu des éléphants blancs. À l'instar, par exemple, du stade de Pointe-Noire qu'on avait eu à construire, les stades, alors que l'objectif avant, c'était d'abord pour les infrastructures sportives de donner une image à chaque club qui
émanent de ces départements-là. Par exemple, là, c'est Léopard, c'était Dolisie à travers un stade. À Soto, on pouvait voir, par exemple, la Cuvette à travers le stade. Brazzaville avec les deux grands stades, c'est-à-dire Diable Noir, Massama Débat, et puis le stade de Guintélé avec Étoile du Congo. Mais malheureusement, c'est resté comme des éléphants blancs. Et le constat donc est amer. Et s'il s'agit de parler des questions d'infrastructure à l'état, dans l'état auquel il se trouve, il faut se poser la question. Quel est l'écosystème qu'on a mis en œuvre pour que ces infrastructures-là profitent également aux populations? Et si ça ne profite pas aux populations, ça veut dire qu'il faut revoir la dépense et la politique de la dépense vers la construction des infrastructures. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour notre cas. Alors, monsieur Patrick. Bon, mais il faut reconnaître que les infrastructures, qu'on le veuille ou non, sont des leviers importants de développement et de croissance. Maintenant, ce qui s'est fait, ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, il faut noter qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, nous allions dans la cuvette ouest, je peux vous prendre comme ça, hein, à Evo, c'était pas facile d'atteindre Evo. Moi, j'ai fait ces routes-là. C'était pas facile d'atteindre Ouesso. J'ai fait ces routes avant qu'on ne construise des routes. Donc, on peut dire qu'en termes d'infrastructure, on peut faire toute la critique. Il y a des choses qui ont été faites. Mais non, au jour d'aujourd'hui, il faut surfer sur ce qui a été fait pour améliorer et permettre à ce qu'on aille plus vite. Si hier, sur le tronçon Obouya, Bunji, on pouvait passer une journée, 2 journées, moi-même j'ai passé 2 jours dans ce tronçon, au jour d'aujourd'hui on le fait en moins de 30 minutes, ça veut dire qu'il y a des avancées à la fois pour la population, pour le transport des marchandises, ainsi de suite. Donc, nous, on ne crache pas sur ce qui a été fait, mais il faut qu'on arrive à les valoriser. Il faut tirer les leçons. Vous avez par exemple les aéroports qui ont été faits. Au jour d'aujourd'hui, quand on part, à la limite, ce qui reste, ce sont les pistes d'atterrissage. Les aérogares, c'est une catastrophe. Donc il faut refaire. Mais c'est normal. Pourquoi c'est une catastrophe au jour d'aujourd'hui? Parce que simplement, la dynamique économique n'a pas suivi autour du département. Donc ce sont ces composantes qu'il faut corriger. Donc, dans le cadre de l'élaboration des projets, par exemple, de municipalisation, il y a eu des aspects qui n'ont pas été intégrés. L'aspect de dynamisation de l'économie locale. Ça manquait. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec des infrastructures qui sont à la fois vétustes, d'autres qui nécessitent vraiment des réhabilitations à fond, mais ce n'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, est-ce que les infrastructures sont là? Oui. Est-ce qu'on peut faire pour qu'on avance, qu'on aille plus vite dans le cadre du développement? Oui. Et comment on fait? C'est là notre apport. Comment on fait justement? Comment on fait? Qu'est-ce que votre candidat, Joseph Kinumbi Kyambungu, propose à travers son projet de société gouverner autrement? Il parle notamment de la construction des infrastructures de qualité, de l'amélioration des routes et des pistes agricoles. Qu'est-ce que Joseph Kinumbi Kyambungu propose aux Congolais? Alors que les infrastructures existent déjà. Non. Les infrastructures, on les construit tout le temps. Tout le temps, lorsqu'il y a besoin, il faut faire. Je vais vous prendre des cas, parce qu'il y a plusieurs, les infrastructures, il faut les séparer. Je vais vous prendre le levier sport, tout à l'heure. La construction des stades? La construction, par exemple, des stades. Oui, si vous voulez valoriser les stades, vous ne pouvez pas les valoriser par le segment stade. Il faut regarder au même moment la vie des aéroports. Ça veut dire qu'il faut construire là une industrie sportive. Ces aéroports, ces stades, tout à l'heure j'ai écouté mon frère Anzébé dire, ah oui, on aurait pu mettre ces stades-là entre les mains des équipes. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ce qu'ils ne font pas. C'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on parle de Dolisie, on sait que c'est l'AS Léopard. Mais lorsqu'on a l'AS Léopard, si on a un championnat de football qui est correct, ça veut dire quoi? L'AS Léopard doit être capable de prendre un avion de Dolisie et atterrir à Ouando. Ce qui est parfait, les pistes sont là, les aéroports existent. Mais la dynamique manque. Donc il faut apporter ce surplus. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus en termes d'apport. Maintenant, il y a des faiblesses en termes, par exemple, de production d'énergie, parce que ce sont les infrastructures, les barrages. Ça sont des faiblesses qu'il faut corriger. Il y a des faiblesses, par exemple, en termes, au jour d'aujourd'hui, au niveau du chemin de fer. Bon, le président Flick vient de lancer un mécanisme pour... Oui, on va arriver le temps de passer la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Patrick Momba. En termes, par exemple, de chemin de fer, pardon, madame Sarah. C'est un gros volet. Oui, en termes de chemin de fer, par exemple, qui est une infrastructure importante, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui.
Si vous voulez faire un bon chemin de fer, il faut le lier au barrage électrique de Sounda. Il faut faire un chemin de fer moderne. Parce que l'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est arroser la sous-région. L'objectif, c'est être capable de prendre une marchandise au port de Pointe-Noire et qu'il arrive rapidement. Merci Patrick Ngoma. Le temps de passer la parole à Eric. Alors il faut rappeler que c'est lui qui a le gros morceau parce que c'est lui qui a réalisé. C'est vrai, pour certains téléspectateurs, certains confondent avec, il faut le dire comme ça, pédagogie oblige. Hein. On n'est pas à l'heure du bilan. Mais on porte un regard sur le Congo de demain. Il faut partir du Congo qui est là parce que tous les projets de société et des candidats sont conçus par rapport à la réalité actuelle. C'est pourquoi nous interrogeons déjà le déjà là. Alors, Eric Golo, voilà, vous avez écouté tout le monde à travers les infrastructures, mais l'évidence c'est que ces infrastructures existent. Avant, ça n'existait pas. Là, on s'accorde. La viabilisation pose problème. Alors, qu'est-ce que vous en dites après, qu'est-ce que vous dites après avoir écouté toutes ces critiques? J'ai aimé votre phrase déjà, les infrastructures existent. Évidemment. C'est un point commun qu'on doit déjà avoir sur ce plateau. C'est un point commun qu'on doit déjà avoir sur ce plateau. Et je pense déjà que mes 3 co-débatteurs sur ce plateau conviendront avec moi que l'on peut aller vers le développement d'un pays, que l'on peut aller vers la diversification de l'économie dont on parle depuis un moment. Parce que pour faire de l'agriculture, il faut bien qu'il y ait des routes. On peut développer le tourisme dans notre pays sans qu'il y ait des infrastructures. Donc, oui, les infrastructures, nous avons commencé à mener cette politique au début des années 2000, entre 2004 et 2016. Nous avons mis en place ce qu'on appelle la politique de la municipalisation accélérée dans chaque département, ce qui a permis donc à chacun de nos départements de se doter des infrastructures de base et le minimum a été doté. Alors, est-ce que c'est suffisant? On dira non. On va dire que le minimum a été doté. Est-ce que c'est suffisant? On dira non. Parce qu'il faut continuer. Vous parlez du minimum. Est-ce qu'un gouvernement est là pour faire le minimum ou encore le maximum pour la population? Je dis bien, le minimum a été fait et nous continuons. C'est pourquoi nous disons, nous accélérons la marche. Parce que nous avons commencé cette marche et nous allons l'accélérer aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons commencé cette campagne le 28 février. Nous sommes au 10e jour de cette campagne. Nous avons parcouru déjà 12 départements au jour d'aujourd'hui, avec le candidat de la majorité des Sassou Nguesso. Mais nous avons fait ces 12 départements avec nos véhicules. Je vous dis que j'ai quitté, après le meeting de Evo, je me suis rendu à Wando, ensuite à Ouesso, mais avec mon véhicule. Ce qui hier, je vais reprendre l'expression de mon co-débatteur, ce qui hier n'était pas possible. Ce qui hier n'était pas possible de faire Pointe-Noire-Brazzaville en 6 heures, parce qu'on a tendance à se dire qu'il n'existe que la route Pointe-Noire-Brazzaville. Mais non, il n'existe pas que la route Pointe-Noire-Brazzaville. Il existe bien d'autres routes. Et je vais vous dire encore une chose, le candidat de la majorité, lors de son meeting à Kilkala, a fait la promesse aux jeunes de Kilkala, à la population de Kilkala, sur la mise en place de la route Kilkala-Mindouli, qui est prévue dans son projet de société 2026-2031. Donc les choses ont été faites. On va pas dire que rien n'a été fait. Les choses ont été faites, les choses vont se faire, les choses se feront avec ce nouveau mandat 2026-2031 si jamais les candidats, au soir du 15 mars 2026, redonner la confiance à notre candidat qui est le champion Denis Sassou Nguesso. Oui, parce que dans son projet de société qu'il a présenté aux Congolais, nous avions prévu une municipalisation, un programme spécial pour les 2 villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, nous allons renforcer cela, parce qu'il faut se le dire, depuis 2016, ce pays, nous avons connu des difficultés économiques. Nous avons traversé bon nombre de difficultés économiques, notamment la crise russo-ukrainienne, la crise du Covid, et la crise avec la flambée du pétrole. Voilà, donc on a connu plusieurs crises. Et donc toutes ces crises qu'on a connues ont fait ce qu'on n'a pas pu financer l'investissement des infrastructures. Mais les infrastructures ne se limitent pas qu'aux routes. On y voit aussi la construction des hôpitaux généraux. On en a construit entre 2021 et 2026 4 hôpitaux généraux qui ont été inaugurés récemment. Au niveau de Pointe-Noire, celui de Ngoyo, au niveau de Brazzaville, celui de Djiri, de l'Alekoumou, celui de Sibiti, et également celui de Ouesso. Donc il y a des infrastructures qui sont en train de construire. Nous avons vu récemment l'inauguration de l'école
au niveau de Talangaï, voilà, de la liberté. Je salue d'ailleurs la SNPC via son directeur général qui continue à faire un travail titanesque et qui continue sans doute. Donc il y a un élan, il y a des choses qui sont en train de se faire dans ce pays comme ça. Et je pense que les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais comprennent que nous avons fait des choses, bien que certains vont dire que rien n'était fait. Pour moi, ça serait une espèce de nihilisme. Et 2026, si les Congolais nous redonnent confiance aux candidats de la majorité, je pense que les choses iront mieux parce que nous comptons accélérer ce que nous avons commencé. Alors, dans ce sens, nous avons fait la ronde, Sarah, ce qui est le plus important. Permettez-moi de réagir. Oui, de réagir rapidement. Non, attendez. On va gérer bien la parole. On va bien gérer la parole, d'abord là-bas. Non, je vous en prie. Permettez, c'est vous qui allez réagir. de réagir. C'est vrai que vous avez écouté Eric Wolo, qui représente le candidat de la majorité présidentielle. Vous allez réagir. Lors de votre prise de parole, vous avez dit que sur le plan des infrastructures, c'était une catastrophe. Est-ce que ce n'est pas du négationniste de l'opposition de reconnaître que rien n'a été fait alors que vous avez quand même les routes qui sont là sur le plan énergétique? Il y a des choses quand même qui ont été réalisées. Bon, j'ai écouté très attentivement mon frère qui est en train de parler avec aisance. On croyait peut-être qu'il est en train de dire la vérité, mais au fond, ce qu'il est en train de dire n'a aucun sens. Je vais d'abord vous rappeler quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas nous parler de l'industrialisation lorsque l'électricité pose problème dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons 79% de Congolais qui ont accès à l'électricité. Et sans compter dans les zones rurales, c'est une catastrophe, mon cher frère. Vous parlez de l'agriculture. Est-il possible de moderniser un pays ou de moderniser l'agriculture dans un pays sur lequel l'électricité se faut déjà? Mais là, je vais aller cas par cas pour démontrer effectivement tout ce qu'il a de dire, c'est totalement faux. Je rentre dans le cas de l'enseignement. Vous connaissez quand même que les infrastructures c'est ce que nous avons dit une tout à l'heure. effectivité. Parce que, M. Romik, il faut bien regarder le terme. Nous disons les infrastructures et leur impact, n'est-ce pas, et leur viabilité. Voilà. Donc, quand il a développé, mais il n'a pas tenu compte du deuxième volet. Quel est l'impact de toutes ces infrastructures sur notre économie? Vous n'avez pas souligné ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple très précis. Dans le domaine de l'enseignement, moi je suis enseignant. Monsieur Romik, nous avons des salles de classe qui ressemblent à des cabanes rustiques. C'est-à-dire que des salles de classe qui ne respectent pas les normes standards internationales. Vous avez une salle de classe pléthorique qui ne tient pas compte ni de la surface, ni de la longueur, ni de l'espace. Vous avez suivi les... S'il vous plaît, suivez. J'ai la parole. Et donc, mais ça c'est... Quand vous rentrez dans... Moi, je prends mon exemple. Ouais. Ça dit qu'en face de l'évidence, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de contradiction. Mais les salles de classe, vous avez suivi les salles de classe du lycée de la Révolution? Mais là également, il y a un problème. Ça va. Voilà. Vous parlez du lycée de la Révolution, mais je te dis, il y a des évolutions. Allez au lycée de la Révolution, tout est dégradé là-bas. Il y a des évolutions. Allez voir, comment ça s'appelle ça? Les toilettes sont bouchées. Il y a des évolutions. Moi, je corrige les bacs chaque année, je parle en connaissance d'une cause. Hein, monsieur? Vous avez un problème de maintenance dans ce pays. Ah, là, le problème, c'est vous avez un problème. C'est pas la... Mais c'est tout ça, justement. C'est pas la construction. Je me suis interrogé sur les infrastructures de qualité. Donc là, c'est plus la... Suivez, monsieur, ne me coupez pas le fil d'idée, je vous en prie. Et donc, dans le cadre de l'enseignement, vous avez donc des salles qui ne respectent pas les normes standards, je viens de dire tout à l'heure. Vous rentrez dans une salle de classe, la première, c'est-à-dire que vous avez comme l'impression que vous êtes en enfer. C'est la chaleur qui vous ressort à bras ouverts. C'est un cas parmi tant d'autres. Et j'arrive encore. Parce que, tenons compte des normes pédagogiques. Une salle ne peut que recevoir 40 à 60 élèves, pas plus. Mais nous avons dans les salles de classe 200 élèves. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas circuler, vous faites l'addiction. Parce que quand vous faites l'addiction, les exigences pédagogiques voudraient que l'enseignant puisse circuler dans les salles de classe pour regarder les élèves qui n'écrivent pas, ceux qui font, qui sont en train de faire. Effectivement, c'est ça. Mais ça ne se fait pas aujourd'hui. Voilà. Je reviens dans le domaine de la santé. Oui. Dans le domaine de la santé, je prends un exemple très simple. Pour mon cas, toujours. Récemment, il y a ma femme qui vient de coucher au pilote Makele. Nous sommes arrivés pour aller faire des soins. Quand on arrive, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit que non, monsieur, voici un peu de voir. Vous faites d'abord des examens pour voir si votre femme peut accoucher dans la voie officielle ou encore pas césarienne. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On me donne moi 7 examens à faire. On me demande, bon, je pose la question, où est-ce que je peux aller faire des examens? On me demande de sortir pour aller faire ça à l'extérieur. Okay. Ça veut dire que non, les infrastructures sanitaires sont totalement à terre dans nos hôpitaux. Bon, c'est là où je vous ai dit que les infrastructures existent, c'est vrai. Mais leur répercussion sur la population a un problème. L'impact. C'est l'impact. Monsieur Patrick devait réagir. Oui, c'était pour amener Ngolo à comprendre des choses qui sont simples. Vous voyez, une chose est vraie, c'est que
des choses qui ont été faites. Mais le problème, c'est que parfois ça a été surfacturé et parfois ça a été mal fait. Maintenant, il faut arriver à corriger cela. Je vous prends un exemple simple. Tout à l'heure, je vous prends un exemple simple. Il a parlé, j'ai voulu réagir parce qu'il a parlé des hôpitaux généraux. Il a parlé de 4 hôpitaux généraux. Vous voyez, quand on parle d'infrastructure et de développement, le temps est important, la gestion de temps. Les 12 hôpitaux généraux seraient prêts depuis 2016. Les 12. Lorsque le Premier ministre Mouamba arrive en 2016, il promet 3 hôpitaux généraux par année, ce qui veut dire qu'en 5 ans, il aurait bouclé la totalité des hôpitaux. Donc en 2021. Nous sommes en 2026. Ils sont à 4 sur 12. Et là, c'est là où la critique commence. Et même les 4, sur les 4, il y a à dire. Tant qu'on ne va pas intégrer, tant que le PCT, tant que la majorité présidentielle, tant que les défenseurs du candidat Sassou ne vont pas être humbles, ne vont pas comprendre ces choses fondamentales du développement. C'est le projet. Oui, ils ne comprennent pas ça. Mais ce qui est fondamental. Ce ne sont pas les défenseurs. Monsieur Romik, oui. Lorsqu'on parle de développement, il y a la gestion de temps. Il y a quelques années, un Saoudien est venu dans ce pays. Il était jeune. Il a apprécié le Congo. Il a vu les immeubles du Congo. Nous sommes en 72. Il repart chez lui. Il revient au Congo. En 2025, il pleure. Et quand on lui pose la question, pourquoi pleurez-vous? Il dit, ce pays n'a pas de chance. Lorsque je suis venu au Congo, le Congo était en avance sur nous. Et je reviens plusieurs années après, je constate que le Congo est resté très en arrière par rapport à nous. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? La gestion de temps. Et c'est cet aspect que la majorité n'a pas. Ils n'ont pas la capacité de rétrécir et de comprendre que chaque fois qu'on a mal géré le temps, on a réduit. Donc, à un moment donné, il faut être humble et reconnaître, oui, les infrastructures sont là, on a eu à faire, mais les surcoûts, vous les connaissez, je n'ai même pas besoin d'exagérer. L'ancien ministre des Finances, Andeli, il a bien dit que le Congo s'est endetté pour financer les infrastructures et a pris ses ressources pour les planquer ailleurs. C'est vous-même. Bon, voilà. Donc soyons humbles et avançons. On vous appelle à cette forme d'humilité. On rappelle quand même que la diffamation constitue un délit dans ce pays. La diffamation de quoi? Vous pouvez aussi la voir. La diffamation constitue un délit dans ce pays. On a diffamé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer qu'il y a eu surfacturation sans avoir des éléments pour prouver cette surfacturation. Vous vivez au Congo ou vous ne vivez pas au Congo? Vous avez des éléments? Vous vivez au Congo? Vous avez des éléments? Vous avez des éléments? Est-ce qu'il a l'habitude de suivre les débats qui se passent au Parlement? Je pose la question. Vous avez des éléments? Ça veut dire que vous ne lisez pas les rendus de la Cour des comptes, qui est un instrument entre vos mains. Vous ne lisez pas les rendus de la Cour des comptes. Je vous dis, allez lire les rendus. On va évoluer avec le débat, sinon. Allez lire les rendus de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Vous ne lisez pas. Il y a des rapports de... C'est ça qui est gênant. Je vous invite à présenter... C'est ça qui est gênant. Je vous invite à aller vérifier. Non, mais c'est vous qui affirmez, donc c'est vous qui présentez les faits. Mais je vous donne les chiffres, des références. Je vous donne des références. Voilà, parce que... Je voudrais dire... Allez lire les rapports de la Cour des comptes. Oui, ça c'est les titres. Bon, entre-temps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la viabilisation des infrastructures construites? C'est vrai, c'est une évidence, on s'est parlé. Alors, voilà. Alors, il y a une chose, il faut se le dire. On dit tantôt que hier c'était mieux, aujourd'hui on va de pire en pire. J'entends ce discours tous les jours. Et moi j'ai envie de vous dire une chose. On avait quoi hier comme infrastructure qu'on a perdu aujourd'hui? Est-ce que c'est hier? Mais laissez-moi finir s'il vous plaît. Non. Donc vous dites que... On n'a pas dit que hier c'était mieux aujourd'hui. Qui a dit? Non, parce que ça vous prenez l'exemple sur ce plateau. Vous prenez l'exemple de l'individu. Soyez humble dans votre façon de vous exprimer, parce que le développement appelle l'implication de la gestion de temps. Mais c'est pourquoi nous posons la question. Voilà. Le tour. Venez voir. Je vous en prie. Vous dites... Ne soulevez pas ce que vous ramassez dans la Eric, non, je vous en prie, est-ce que Eric, vous pouvez répondre à ces derniers qui pensent qu'il y a un problème au niveau de la viabilisation des infrastructures, la mise en valeur?
Alors, Voilà. on ne va pas reprocher à l'État Parce- pas reprocher à l'État d'avoir construit des stades ou des aéroports. Si ces aéroports ne sont pas bien utilisés, ou ces stades, là, c'est un autre débat. On ne va pas reprocher à l'État d'avoir construit ça. Parce qu'il nous faut construire des routes. Il nous faut construire des stades. Il nous faut construire des aéroports. C'est à nous de les mettre en valeur. Mais on ne va pas reprocher à l'État d'avoir construit ça. Là, c'est notre débat. Parce que ça sera bien l'autre là. Et vous parlez d'un individu qui serait venu au Congo, qui quelques années après aurait dit que le Congo était mieux avant. Mais qu'est-ce qui existait avant en termes d'infrastructure qui n'existe pas aujourd'hui? Au contraire, vous aviez eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a donc plus de routes aujourd'hui, il y a plus de possibilités de circuler dans tous les départements du Congo avec son véhicule. Eric, Vous avez pris l'exemple de Evo Wesso. Donc, je vous ai d'ailleurs Il a reconnu cela. On ne peut pas dire que hier il y en avait, aujourd'hui il y en a pas. S'il te plaît, Eric Ngolo, parce que lorsqu'on parle des infrastructures, c'est en tout. On parle, vous prenez le cas des routes, on parle du transport, on parle de l'électricité, on parle de l'eau, on parle de... Puisque vous représentez le candidat de la majorité présidentielle, tout à l'heure, Patrick Ngoma a reconnu que sur le plan des route nationale numéro 1, Pointe-Noire, route nationale numéro 2, qui relie Brazzaville à Ouesso, il y a des choses qui ont été réalisées. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez prendre les autres cas sur le plan énergétique, sur le plan qu'est-ce que le candidat de la majorité présidentielle... Madame, les charges énergétiques du Congo en 92 ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Il y a la réalité démographique qu'il faut aussi prendre en compte. Il y a des charges qui ont augmenté. Donc nous avons plus de charges. Et aujourd'hui, on n'a plus de problème avec la production. Nous avons un problème avec la distribution. Les efforts sont en train d'être consentis par le gouvernement. Je pense, parce qu'il nous fallait libéraliser ce secteur. Lorsque le gouvernement a voulu libéraliser ce secteur, mais je me souviens, il y a quelques mois, ce sont les mêmes de l'opposition qui ont incité la population à se lever, les syndicats à se lever pour... Parce que lorsque vous confondez le syndicalisme à l'opposition, parce que j'ai suivi les syndicalistes et certaines oppositions. Mais non. J'affirme. Vous commencez à changer. J'affirme. Là, c'est la diffamation. Alors, allez, ayez la police du débat. S'il vous plaît, Non, mais laissez-lui le temps de réagir parce que vous êtes trois candidats de l'opposition, vous représentez l'opposition. Donc, vous faites du poids. laissez-lui le temps de réagir. Il y a des efforts. Et surtout, il faut reconnaître S'il vous plaît, si on gère les choses en termes d'opposition et de majorité, on tape à côté. Je vous en prie. Ici, nous sommes des candidats, des représentants Non, des candidats. pour préciser C'est simplement projet le temps contre de prise projet. de parole, Le temps de puisque prise de vous parole, parce représentez... qu'il y a- Mais non, mais c'est vrai que ça, En termes de prise de parole, Voilà, je vous en prie. il faut donner le même temps de parole. C'est le même temps de On parole. fait pas. C'est le même temps. Non, Parce que ce sont des projets que nous défendons. Vous êtes des invités. Vous ne nous invitez pas à faire la pédagogie de la gestion du temps. J'ai toujours dit sur ce plateau, c'est à vous de savoir gérer le temps. Mais quand vous passionnez, vous oubliez que nous avons à creuser. Donc, s'il vous plaît, soumettez-vous à nous. Et ensuite, sur ce plateau, c'est Eric qui a le bilan, c'est pas vous. Parce que jusque-là aussi, l'opposition n'a pas construit quelque chose. Monsieur Remy. Non, nous, Le principe des je vous en prie. Si c'est comme ça, on quitte le plateau et on arrête. Vous ne comprenez pas. Mais non, vous ne pouvez pas manquer de respect aux représentants du candidat. Attendez. C'est quoi cette histoire? Attendez. On vient sur Est-ce votre que vous plateau comprenez? et vous nous dites... Ne passionnez que pas, c'est- le Mais débat. non. Vous dites ce Si que c'est vous comme ça, on comprenez arrête pas. et on quitte le Non, plateau. on ne dit pas ça sur le On plateau. est entre candidats On ne dit ici. pas ça sur le plateau. C'est projet contre Il faut projet. comprendre. Et on défend. Posez les questions je et on vous vous en prie. répond. Mais ne vous faites pas la pédagogie Mais du non. temps. Mais S'il non. vous plaît, Si je vous ne voulez réitère. pas, on quitte les plateaux. Si nous avons invité ce monsieur, c'est parce qu'il a un bilan. Ça c'est une vérité. Ne passionnez pas. Vous êtes là pour débattre. Mais après, vous allez présenter. Lui aussi, il va présenter. Mais respectons les minutes. Je vous en prie. Je vous en prie. L'équité doit être Je vous en prie. respectée. C'est ça qu'on n'aime pas sur un plateau. Vous défendez votre projet. C'est nous qui gérons le débat. Vous nous demandez de gérer les minutes alors que c'est vous qui parlez trop. C'est ça aussi la passion des hommes politiques. Les intellectuels ne débattent pas comme ça quand je les reçois, je vous en prie. Voilà la logique, c'est celle-là. On vous écoute, lui, il apporte ce qu'il a apporté. À la fin, je sais qu'en matière d'infrastructure, chaque candidat a une proposition. Donc nous voulons chuter par ici. Nous voulons chuter par ici. Mais constatez que chaque fois que vous allez parler, lui doit réagir parce que ça tombe sur lui. Ça c'est comme ça. Mais après, vous allez nous dire ce que vous allez faire. Vous allez dire aux Congolais ce que vous allez présenter en matière d'infrastructure. On gagne le temps. Je vous en prie, monsieur le directeur de Compact. C'est le débat. Voilà.
Je vous en prie. Bon, merci beaucoup. Je crois que tous mes trois co-débatteurs ont soulevé le problème de viabilité des infrastructures. Mais chez nous, nous soulevons un problème aussi important, c'est l'audit de la construction des infrastructures qui pose problème. Parce que notre projet sur l'aspect gouvernance est priorisé sur la rationalisation de la dépense publique. Est-ce qu'il faut construire parce que l'État veut construire? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autre chose? C'est là où je réponds à mon co-débatteur qui vient défendre le gouvernement sortant pour dire que non, lorsque l'État, dans sa stratégie prévisionnelle, constate qu'il y a une priorité ailleurs et que celle-ci, on ne peut pas le faire, on ne peut pas ordonner une telle dépense. C'est là où on se dit, mais on est en train de construire pour qui? Et on construit pour rien, et à la fin, on n'a pas des résultats. Donc, le rapport qualité et retombée des populations dans la construction d'une infrastructure devrait être quelque chose de très important. Et nous pensons que l'audit de la dette publique au niveau du Congo est aussi un problème très important pour notre candidat. C'est-à-dire, une fois élu, il doit auditer la dette publique. Les infrastructures, est-ce que réellement, c'est l'argent qui a été construit, tel qu'a dit l'autre, sur la surfacturation? Deuxième des choses, on entend depuis un certain nombre d'années que le gouvernement chinois ou tel gouvernement a fait un don à l'État congolais. Est-ce que les dons-là ne sont pas aussi assortis de quelque chose où on va dire demain, est-ce qu'on ne peut pas réclamer ça au peuple, c'est-à-dire aux contribuables congolais? Donc ça veut dire qu'il faut auditer aussi même les donations qui sont faites par les étrangers. Et c'est à partir de là, on va donc chercher à renforcer les cellules de contrôle. La DGCMP, Direction Générale des Contrôles des Marchés Publics. Est-ce qu'avant de passer un marché à un entrepreneur, est-ce que vous auditez d'abord la structure? Sur quelle base vous sélectionnez ces entreprises-là pour que demain, on ne constate pas que les infrastructures ne durent qu'un temps d'artifice, par exemple? On construit la corniche moins de 5 ans, ce n'est même pas la durée d'amortissement comptable, et on cherche encore à reconstruire. C'est la routine. On fait des travaux tous les jours au boulevard. Mais est-ce que c'est le boulevard qui représente tout le Congo? Tous les jours, on fait des travaux au boulevard. Mais à l'intérieur du pays, allez d'abord regarder. Même celui qui a sa production à Igné, pour venir à Brazzaville, parfois il fait des routes et des gymnasies pour que le produit arrive. Voilà donc des véritables problèmes qu'il faut essayer de regarder. Et quand vous avez examiné comme ça, vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, le top-6 du Congo vis-à-vis des populations. C'est les mêmes interrogations que vous vous posez. Et c'est, chers téléspectateurs, ce que j'aime dire, c'est souvent dans ces débats contradictoires que l'opinion comprend mieux les projets. Et aussi aux acteurs aujourd'hui qui mènent la campagne. En tout cas, c'est une science, c'est une culture, et c'est ici. Afficher, dire quoi que ce soit, n'emmène pas les Congolais à comprendre. Certaines choses sont à comprendre autour du débat. Donc, quitte à ceux-là qui animent les différentes campagnes, de venir dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, au-delà de tout ceci, après tout ceci, s'il vous plaît, je pense, Sarah, ce qui est important, c'est de savoir maintenant, nous allons vers un nouveau Congo. Mafoula s'est lancé parce qu'il a une vision du Congo, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, voilà. Alors, Monsieur Patrick, telle est l'image que nous avons donc de nos infrastructures. Vous aspirez pour le pouvoir. Une fois au pouvoir, quel est le regard que le candidat aura des infrastructures, sa politique qu'il présente au Congo? Déjà, il faut dire qu'on ne peut pas segmenter les infrastructures du développement. Toute la difficulté, c'est ne jamais dire « faisons telle route et on verra après ». Non. Lorsqu'on construit, c'est parce que le projet est réfléchi, on connaît les multiples impacts sur le projet. Je vais vous prendre un cas, c'est celui du chemin de fer. L'objectif pour Kinumbi-Kiambungu, c'est faire le chemin de fer, refaire le chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire, tout en exploitant le projet Pont-Route Rail sur la RDC. Donc il faut le refaire correctement, un chemin de fer moderne, électrique. Mais ce chemin de fer ne réussira que si nous avons le barrage de Sunda. Et Sunda, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive non seulement au premier barrage qui va être autour de 800 MW pour Kinumbi-Kiambungu, mais superposer un deuxième barrage qui doit tourner autour de 1500 pour qu'on atteigne au moins les 2500 MW à Sunda. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a réussi à avoir un barrage
de bonne qualité, avec une très grande production énergétique, on est sûr d'avoir quoi? De réussir le transport de la marchandise, de réussir le développement de l'industrie le long de la ligne de transport. Mais pour lui, ça ne suffit pas. Lorsqu'on a ouvert sur Kinshasa, mais il faut ouvrir sur Matadi, où nous avons un port important en RDC. Donc à partir de Madingu, il faut ouvrir un chemin de fer qui va aller droit sur Matadi. Ça nous permettra au même moment pour le Congo, rien qu'en termes, par exemple, de transport de marchandises et de personnes, de gagner énormément en termes de ressources financières et en termes d'emploi. Rien que sur ce corridor. Mais ça n'a pas suffi. Il faut regarder aussi le projet. L'avantage au jour d'aujourd'hui que nous avons, c'est que le plan de transport que nous avons, il est merveilleux. Et ça, je le reconnais, c'est un travail formidable qui a été fait en termes de plan de transport. Maintenant, il faut arriver à mettre cela en pratique, et aussi rapidement. C'est pour ça que nous insistons sur les délais. Vous voyez, vous avez un projet comme celui de la construction de la cité du gouvernement. La cité du gouvernement serait finie depuis 2018. Patrick, nous sommes encore sur vous. On est sur les infrastructures. Voilà, nous sommes sur les infrastructures. Ce projet a coûté 196 milliards pour l'État congolais. Tel que visualise ou vise le candidat qui nous dit. C'est ce que je vous montre. Voilà, ce projet a coûté 196 milliards d'emprunt. L'emprunt a disparu. On a créé un deuxième emprunt qui n'est pas encore finalisé. Donc les coûts sont énormes. Pour Kinumbi Kiambongo, on revient sur la situation de l'audit. Il faut très vite auditer toutes ces situations pour qu'on ouvre des grandes perspectives. Parce que si on n'audite pas, on est bloqué. Parce qu'on ne sait plus, entre la Chine et la Turquie, qui finalement a donné les moyens pour le projet de la cité du gouvernement. C'est deux financements. Qui a donné finalement les moyens? Donc il faut auditer pour trouver une solution. Auditer. Mais au même moment, lorsqu'on a fait comme ça, en termes d'infrastructure, ça ne suffit pas. La clé de l'infrastructure reste les marchés publics, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais il faut, pour Kinumbi Kiambongo, ça doit être systématique. La commande publique sera réservée aux nationaux, aux Congolais. Sauf lorsque nous arriverons à des stades où la technologie, l'intelligence ne nous permet pas de bénéficier d'une certaine technologie. Là, on ouvrira aux étrangers. Okay. Mais la commande publique, c'est pour les Congolais. C'est pour donner de la valeur à la fois à nos centres de recherche, à nos étudiants, à l'université, à nos écoles techniques. Le docteur Azed, je vous en prie, le docteur Azed, vous avez suivi votre challenger, il faut le dire comme ça, même si tous vous êtes l'opposition. Vous avez un schéma. Est-ce que, à l'entendre, la réalisation d'un chemin de fer, au regard des difficultés déjà du Congo de la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui à relancer le chemin de fer, est-ce que ce n'est pas une illusion pour les nouveaux candidats qui arrivent? Parce que la réalité nous a démontré que le Congo est criblé de dettes, il faut le reconnaître, vous-même vous l'avez dit. On se dit des nouveaux candidats, comment feront-ils quand déjà le pouvoir sortant a eu des difficultés jusqu'à aujourd'hui pour relancer ce chemin de fer? Nous avons suivi la communication du candidat Denis Sassou Nguesso qui a dit qu'il a la volonté de le lancer. Il dit, on dira que c'est des mots de campagne, mais c'est un engagement. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est faisable tel que dit M. Patrick? Bon, ça c'est son point de vue, je lui laisse ça. Mais ce qui est sûr, il doit retenir que s'acquérir, c'est pas toujours se développer. On peut construire des infrastructures, ce n'est pas toujours un signe de développement. Le développement, c'est une organisation. Vous pouvez avoir un salaire, cela ne veut pas dire que vous êtes riche. Et la richesse, c'est autre chose. Avoir aussi un gain, c'est autre chose. Déjà, dans notre schéma, lorsque nous voyons quelques infrastructures existantes, pour nous, ces infrastructures sont déficitaires. Le véritable problème, c'est de chercher maintenant à améliorer la gouvernance de ces infrastructures-là. Ah. On prend le cas de l'université Mayangwabi. Mais l'université Mayangwabi avait un grand patrimoine, par exemple. Mais aujourd'hui, on a perdu le campus impérial, ça n'existe plus. Il y a une partie de l'ENS, on ne sait pas qui est en train de vendre ces terrains. Et ça pose énormément de problèmes. Vous voyez dans le secteur même parapublic, le cas de la LC2. La LC2, c'était une société qui avait plus de grands patrimoines au niveau de l'État que les autres structures telles que CFCO, etc. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes recruté, par exemple, à la LC2, vous n'avez plus un logement
Et donc ça pose énormément de problèmes. Mais l'État est en train de regarder cela. C'est le patrimoine, c'est l'argent qui est en train de partir. À quoi sert-il de pouvoir construire encore d'autres infrastructures au moment où vous perdez déjà ce qui existe? Ça veut dire que vous ne faites absolument rien. Donc il faut, dans cette dynamique, rationaliser effectivement ce qui existe. Le problème de maintien. Aujourd'hui, on construit par exemple des bâtiments. On ne fait pas recours par exemple au BCPT. Et nous, dans notre projet, ce sont des préalables que nous posons, par exemple, aux citoyens, pour éviter les cas des inondations, des érosions quelque part. Et en ce moment-là, on va aller vers un marketing agressif sur les structures de l'État qui permettent à ce que l'infrastructure construite aujourd'hui peut durer au moins 20 ans ou 25 ans, permettre à ce qu'on puisse économiser pendant ces périodes-là. Donc voilà un peu notre stratégie. Yvan Pombo, vous avez écouté vos co-débatteurs sur ce volet justement infrastructure, les propositions des candidats à travers le projet de société de votre candidat Vivien Manangou, un contrat pour un nouveau Congo. Qu'est-ce que vous proposez exactement aux Congolais pour les infrastructures? Bon, comme vous avez dit, quand on parle des infrastructures, vous savez que non, c'est un domaine qui est très vaste. Nous avons donc le sport, nous avons donc le transport, nous avons la télécommunication, nous avons beaucoup de choses. Bon, nous, par exemple, dans le cadre du chemin de fer, on compte moderniser le chemin de fer en faisant, par exemple, en mettant en place 2500 voies ferrées qui va donc relier Brazzaville au Wesso, Ngo, Djambala, Lekana, Mombelo, Zanaga et Brazzaville et Pointe-Noire. Et aussi, nous avons pensé construire des routes routes bitumées pour permettre à ceux qui sont dans les zones rurales de faire cheminer leurs marchandises au niveau de grandes villes. Parce que c'est ça aussi les problèmes. Il ne s'agit pas seulement de dire que non, on a construit la route Brazzaville-Pointe-Noire, mais ceux qui sont dans les zones rurales. Je prends un exemple très simple. Par exemple, à Bokosongo, dans la Bouenza. Vous avez parce que quand on parle, il faut voir aussi des pans. Vous avez des ponts qui sont cassés, donc le village, les agriculteurs ou les jeunes entrepreneurs n'ont pas la possibilité de faire acheminer leurs produits dans les grandes villes. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est ce qu'on compte faire. Mais également, nous avons pensé construire également une salle d'audience moderne au niveau de Brazzaville et aussi 12 prisons. Une salle moderne. Oui, effectivement, parce qu'on dirait que 12 prisons. 12 prisons, oui, dans chaque province. Donc 3 prisons dans chaque province. Donc ça fait 12. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez donner, c'est vrai, d'annoncer les projets aux Congolais, c'est beau facile, à entendre, c'est facile à entendre. Ça charme l'électorat. Le coût et dans quelle durée le candidat compte réaliser Bon, il faut peut-être dire en termes de moyens. Qu'est-ce qu'on pense faire en premier lieu? On pense d'abord assainir d'abord les finances publiques. C'est-à-dire lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption. Mais aussi, on pense supprimer, par exemple, le Sénat. Pour nous, le Sénat, c'est une institution budgétivore qui n'apporte rien aux Congolais. Mais également, on pense également réduire le nombre de députés au niveau de l'Assemblée au nombre de 100. Voilà. Nombre de 100. 100, oui. Parce que le Congo, c'est 6 000. Et c'est avec cet argent que vous allez prendre pour investir, pour construire mais effectivement. les infrastructures. Oui, effectivement, voilà. Alors, donc, nous avons fait la ronde, on a essayé de donner aux Congolais un petit regard de la vision de chacun, de chaque candidat ici représenté. Alors, Eric, vous avez déjà des infrastructures. Nous avons suivi votre candidat, je crois que c'était à Pointe-Noire, qui a promis le chemin de fer au Congo. Le chemin de fer au Congo. Modernisation. Modernisation, voilà, modernisation du chemin de fer qui pose problème depuis la fin de la guerre. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est un problème, c'est pourquoi nous mettons en valeur aujourd'hui la route. Est-ce que le candidat a encore une autre vision sur les infrastructures, étant donné que les premières qu'on venait de constater posent problème? Qu'est-ce que vous en dites? Non mais je rêve. Je rêve quand j'écoute mes chers co-débatteurs tenir certains propos. J'ai envie de dire, j'hallucine. Lorsque j'écoute mon co-débatteur. Lorsque j'écoute mon co-débatteur qui représente le candidat Dave Mafoula à ma gauche, qui au fond, j'aurais compris en fait que le projet de société de son candidat serait l'audit. C'est un projet de société sur les infrastructures. J'ai envie de dire, je rêve. Et lorsque j'écoute toujours à ma gauche le représentant de Kinyumbi nous dire qu'ils ont prévu construire un chemin de fer moderne avec tout ce qui est électrique, pourquoi pas tramway, tout ça là. Bon, je veux dire, c'est des candidats Père Noël, quoi. On nous promet tout, mais on ne dit pas comment on fait. Voilà. On
vous dites. Et c'est la même chose que j'écoute toujours aussi à ma droite, le candidat Vieux Manangou, qui est représenté par mon co-débatteur, qui nous dit la même chose. On va construire, on va acheter. Moi, j'appelle ça des candidats Père Noël. On ne dit pas comment on fait. Nous, on dit que nous aurons des moyens 2026-2031 parce que nous avons prévu chaque année rassembler au niveau des recettes publiques 5 000 milliards. Est-ce possible? Si c'est avec la dette qui pèse sur la tête, nous avons mis en place. Et si vous suivez le projet de société du candidat de la majorité de Sassou Nguesso, nous avions mis l'accent sur les réformes structurelles, donc notamment la numérisation des collectes au niveau des impôts, au niveau des douanes et tant d'autres. Donc c'est possible, oui. Oui, nous avions une dette. Nous avions cette dette parce que nous avons financé les infrastructures qui existent. On ne va pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Le débat n'est pas à ce niveau. Et qui ne rapporte rien aux Congolais. On dit oui, ces infrastructures ne servent à rien. J'ai été à Ouesso. J'ai échangé avec les populations de Ouesso. Je vous dis qu'ils sont contents de la mise en place de l'hôpital général au niveau de Ouesso. Les populations de Evo ne viendront plus à Brazzaville, se rapprocheront peut-être de Ouesso. Oui, oui. Mais le problème aussi se pose. Donc ils sont contents. On ne va pas leur dire à eux qu'on n'aurait pas dû construire ça parce qu'on aurait... Non. Voilà. Eux, ils ne diront pas ça. Est-ce que c'est les populations de Ouesso ne diront pas qu'on n'aurait pas dû construire. C'est ce qu'ils attendent. On n'aurait pas dû construire. Eux, oui, ils diront oui, que c'est une bonne chose de construire cet hôpital. Mais quand j'écoute mes co-débatteurs dire qu'on a construit parce qu'il ne fallait pas construire, on a construit, est-ce qu'on a réfléchi sur la nécessité de ce qu'on construisait? J'ai envie de dire anyway. Oui, mais ce discours, je l'écoute souvent du côté de vos adversaires politiques, ce qui est naturel. Ils ne vont jamais saluer vos initiatives, c'est une bonne bataille. Et vous avez déjà écouté dans ce pays que sur la mauvaise orientation de cet investissement, parce que certains jeunes s'attendaient à l'emploi. Par exemple, là, les jeunes attendaient écouter le son de l'emploi. La rentabilité. Pour qu'il y ait de l'emploi, notamment dans le secteur de l'agriculture, il faudrait bien qu'il y ait des routes pour acheminer ces marchandises. Mais et on a commencé par construire ces routes. On a mis en place une politique pour accompagner ces jeunes qui sont dans ces localités, qui veulent se lancer. Nous avons mis en place l'initiative FIGA. Nous avions mis en place le FONEA. Nous avions mis en place plein d'initiatives pour accompagner ces jeunes. Et ces jeunes sont en train d'être accompagnés. Peut-être que vous n'avez pas la réalité du terrain. Mais je vous invite à aller dans ces localités, à voir ces jeunes comment ils se battent. La réalité de ce terrain. Oui, maintenant, on va dire que tout n'a pas été bien fait. Regardez, ok, c'est vous qui avez l'appareil de la gestion actuellement. En principe, si vous accompagnez des jeunes, vous devez déjà avoir quelques données statistiques pour résorber le chemin des jeunes. 6 000 emplois. Pour nous pensons que le FIGA, une fois arrivé, le FIGA enferme le FIGA. Pourquoi? Parce que le FIGA fonctionne aujourd'hui comme étant le projet Lusungi. C'est-à-dire on donne l'argent à quelqu'un qui ne valait pas faire le commerce là et il va le détourner pour autre chose. C'est ce qu'on a vu avec les Souka. Le FIGA actuellement fonctionne comme ça. On voit par exemple dans la Boisa en train de distribuer par exemple de l'argent aux gens et il n'y a pas de suivi après. Il n'y a pas de retour de ça. Nous proposons une banque d'investissement ou d'accompagnement des entrepreneurs. Tout ce qui est projet même de la Banque mondiale, pour nous, c'est des projets à revoir. Pourquoi? Pardon? Vous les financez comment? Mais on aura toujours des partenaires, on a des stratégies pour avoir de l'argent. Mais ils ne sont pas encore Mais l'argent... La question, tu veux l'argent? Nous, on a su. Une fois en tant que gestionnaire, l'argent pour nous, pour en avoir, c'est très facile. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des impôts, nous avons une stratégie simple. C'est la théorie de l'impôt pour tous. Ça veut dire quoi? L'impôt pour tous veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous êtes un général. Votre entreprise que vous avez créée ne paye pas les impôts. Pour nous, ça ne va plus exister. L'impôt pour tous, ça nous permettra déjà de gagner au moins par année plus de 5 000 milliards de francs CFA. Oui. Donc parce que nous avons des impôts les plus dissimulés de la zone CEMAC. Nous déjà, donc pour avoir de l'argent pour nous c'est très facile. Pour vous c'est augmenter l'impôt. On assainit par exemple le secteur du bois. On assainit le secteur du bois. On aura toujours l'argent. Le pétrole sera toujours là. Donc pour nous l'argent ce n'est pas un problème. Le projet c'est augmenter l'impôt. C'est ça? Pas augmenter l'impôt, on a dit l'impôt pour tous. C'est-à-dire il y a plusieurs entreprises qui n'existent pas, mais qui doivent commencer à payer l'impôt pour rentabiliser l'État. Ceux qui n'existent pas aujourd'hui. Mais on peut créer la taxation, ça fait quoi? Donc on augmente la charge. On peut créer la taxation. Donc on augmente la charge. Mais c'est l'État qui commande, non? Il a besoin de faire face à des dépenses. C'est ça votre projet. Et avoir des recettes. Il est obligé d'augmenter. Et l'État est libre de le faire. Monsieur Goma, vous nous dites quelque chose à propos? Bon, écoutez,
Le tout, c'est... Vous qui avez l'expérience en la matière. Le tout, c'est le cadre de gestion. Et c'est là notre problème. C'est là qu'il faut vite aller. La discipline budgétaire, la mobilisation des recettes. Le tout est là. La dette pour Kinyomi Kiamongo n'est pas une fatalité. C'est une situation qui est là. Elle va être payée simplement parce qu'on fera des efforts en termes de mobilisation de recettes, en termes de discipline budgétaire et une politique forte en termes de lutte contre la corruption sera menée. Lorsqu'on a utilisé ces leviers, on peut être rassuré qu'on trouvera les recettes nécessaires. Mais aussi, il faut de plus en plus mener une politique de ralentissement, de main tendue vers les bailleurs de fonds. Il faut revenir sur ce qui est fondamental. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en poursuivant la politique avec les bailleurs de fonds, ça ne résout toujours pas le problème. Donc il faut recentrer les choses. Il faut resserrer la dépense. Donc là, c'est un problème d'homme, c'est un problème de stratégie de mobilisation des recettes. Mais oui, en général, mais je vais être simple, vous en prie, très simple, très simple. En termes, par exemple, de lutte contre la corruption. Voilà. La lutte contre la corruption, avant que je vous donne la parole, je vous en prie. Nous allons aborder la lutte contre la corruption, c'était un point qu'on devait aborder. Parce que c'est un phénomène de la société congolaise. Et ça touche tous les Congolais. Et on se dit, qui peut réaliser un bon projet, l'emmener franchement au firmament avec ce phénomène? Parce qu'il est ancré en nous, à tous les niveaux. C'est simple. Voilà. C'est un phénomène qui est simple. On veut lutter contre la corruption, il faut laisser une seule entité lutter contre la corruption. Il faut mettre fin à tous les autres leviers. Au jour d'aujourd'hui, vous en avez 7, 8 qui sont autour de la corruption. Ces leviers... La HALC, c'est la dernière manœuvre. La HALC, c'est la dernière manœuvre. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire un choix entre fusionner l'inspection d'État et l'inspection de finances, l'unique entité à lutter contre la corruption, et à côté, vous avez la justice qui va faire son travail. C'est fini. Les autres entités doivent disparaître. Ça vous permet de faire des économies de charge. Et là, nous allons gagner beaucoup d'argent. Ça ne suffit pas. Lorsqu'on a dit, par exemple, en termes de... Vous avez aussi le dernier mot, je vous en prie. Lorsqu'on a dit, par exemple, qu'en termes de commandes publiques, ça va être réservé aux Congolais, vous pouvez imaginer, en termes de masse monétaire, combien nous allons mobiliser. Nous ne disons pas au jour d'aujourd'hui que Kinyomi Kiamongo va avoir pour son premier budget 5 000 milliards. C'est faux, c'est un mensonge. Je peux vous dire que si au jour d'aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, il nous montre des budgets à 2500, nous disons, en termes de réalisme, l'on ne peut pas avoir un budget au-delà de 2500 milliards l'année prochaine. Impossible. Vous allez au-delà, ça veut dire que vous acceptez toutes les fausses manœuvres. Maintenant, c'est à partir de l'année prochaine, avec les audits qui vont être menés, nous serons capables, à la deuxième année, de doubler nos recettes. Nous sommes capables, et au bout de 5 ans, d'arriver, par exemple, à atteindre les 6 et 7 000 milliards de budget. Ça, c'est faisable. Docteur. C'est faisable. Docteur. Pour la lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption est votre dernier mot. Il nous reste des mécanismes que votre candidat compte mettre en place pour lutter contre la corruption. Oui, la lutte contre la corruption est une nécessité. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est le fait que aujourd'hui, on ne peut pas combattre la corruption avec les mêmes hommes qui peut-être peuvent être supposés comme étant des corrupteurs. Et je parle ici du bilan moral que notre candidat est en train de défendre. Aujourd'hui, là, si il arrivait à présenter un projet de ce genre, c'est parce que pour lui, le bilan moral de ce qu'il est en train d'observer est très dérisoire. Et ça passe par la corruption également. Donc, pour y arriver, il faut renforcer l'éthique dans la gouvernance publique. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il faut mettre en place des politiques qui permettent à ce que la surveillance des richesses du pays soit de manière diligente, et ça s'impose de manière générale à tous les concitoyens qui sont nommés à des fonctions données. Nous comprenons aujourd'hui quoi? Que les logements sociaux, puisque nous parlons des questions d'infrastructure, les logements sociaux qui sont par exemple à Ampila, pour en acquérir, on demande 25 millions ou 30 millions à un citoyen. À supposer que vous êtes un fonctionnaire, professeur certifié de lycée, vous ne gagnez que 200 000.
À quel moment vous allez acheter une parcelle ou bien un logement dit social qui devait aider les populations à cette hauteur-là? Donc ça veut dire que des telles politiques incitent ou développent déjà les systèmes de corruption. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas l'argent sera obligé d'aller voler quelque part pour acquérir un bien. Or, l'État ne devait pas être dans cette politique-là. Donc voilà ce que nous suggérons. Alors, M. Cédric, voilà, la corruption et la boucle. Bon, vous savez que notre candidat, c'est un juriste de formation, donc il a la maîtrise de la justice. Il compte mener des réformes au niveau de la justice. Vous savez qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature est chapeauté par le président de la République, qui est le patron, mais qui fait partie de l'exécutif. C'est-à-dire que là, il y a un problème entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Mais nous avons également les magistrats qui travaillent sous tutelle du ministère de tutelle. Alors Et donc, notre but, c'est quoi? Faire à ce que la justice soit autonome, c'est-à-dire neutre, pour que cette justice puisse travailler de façon indépendante. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, notre justice est au service du politique, n'est-ce pas? Et pour preuve, vous allez constater qu'aujourd'hui, nous avons plus de procès politiques que de procès réellement justifiés, c'est-à-dire basés sur le droit. Et donc, c'est dans ce sens-là que le président Vivian Mandango pense dissocier le pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Voilà. Maintenant, ce qui concerne Victor, dans le sens de lutter toujours contre parce que ça va la pauvreté. Et également, je vais rajouter quelque chose, nous allons également lutter contre la parotocratie. C'est-à-dire que cette mauvaise démarche qui consiste à confier le caisse de l'État entre les mains de gens qui sont au pouvoir, ou la famille présidentielle, les membres de son parti politique. Rigolo. Voilà. Enfin. Voilà, déjà j'écoute les uns et les autres, et notamment mon co-débatteur, le représentant de Guignomi, qui parle de la proposition. Vous allez citer, vous êtes en train de citer, et non de réagir à ces propos. Je dois quand même réagir parce qu'il y a des points qui ont été évoqués qui méritent quand même un éclaircissement. Je veux dire une chose, vous avez comme ça un candidat qui est à la 3e, 4e mandature à l'Assemblée nationale, mais qui n'a jamais fait une proposition de loi, mais qui se permet de dire qu'on va supprimer gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On va aller sur... Il n'a jamais fait une proposition de loi en 15-20 ans. Et on va aller sur... Mais ce sont les projets que vous avez validés tout le temps qui ont tourné ce pays. Justement. On va aller sur... De quoi vous parlez? On va aller sur le... Vous parlez de quel projet? On va aller sur le représentant... Vous parlez de quelle loi? Du candidat Dave Mafoula. Toutes les lois que vous prenez ont plombé le pays. Donc soyez humble. Et c'est ça malheureusement votre problème à vous, majorité présentée. Vous n'avez pas de respect pour les autres. À un moment donné, remettez les pieds sur terre. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que je peux continuer? Combien de lois vous avez mis en place et qui n'ont pas marché? En 15-20 ans, combien de budgets vous avez mis en place et qui n'ont pas marché? Vous avez plombé le pays dans la crise. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez l'autre comme ça qui nous parle des... Non, mais allez droit, des méthodes pour le 3 minutes. C'est vous qui prenez les mauvaises majorités. Vous avez n'importe quoi ici. S'il vous plaît, Patrick Moma, s'il vous plaît, il est en train de débat quand même. Il n'a pas les titres du débat, ça il faut le dire. Eric Bolo, vous êtes en train... Mais c'est vous réagir à leurs propos alors que vous étiez bien en train de comprendre. Ce que je peux dire sur le candidat à la majorité présidentielle, il y a une volonté politique. En 2021, il a créé un ministère pour lutter contre les antivaleurs. C'est déjà une volonté politique. Voilà. Le ministère sur la réforme de l'État. Voilà. Alors ça arrive que nous sommes arrivés à la fin. C'est déjà. La télé, c'est la télé, on est arrivé à la fin. Donc c'est une volonté. Mais dans chaque discours, les présidents de la République regardent sur la corruption. S'il vous plaît, monsieur, ils vont... N'allumez pas, nous allons chuter, il nous reste 1 minute. Voilà. Donc le candidat de la majorité présidentielle a posé un acte politique, une volonté politique, si je peux le dire, en 2021, en créant ce ministère, qui est un signal politique très fort. Et nous comptons lutter contre la corruption en restaurant l'autorité de l'État, comme ce qui est prévu sur le projet de société de notre candidat, si jamais il est réélu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas avec la politique de parentocratie, comme me disent certains, que l'on pourra lutter contre la corruption, parce qu'on ne va pas dire que X serait nommé ou pas en fonction de son nom. Alors moi j'ai envie de dire c'est la compétence, c'est pas le nom. On n'est pas nommé en fonction du nom, on est nommé en fonction de la compétence. Donc on doit arrêter un peu ce débat. Merci beaucoup Eric. Alors nous sommes arrivés au terme de notre échange, Sarah. En tout cas nous avons eu à recevoir sur ce plateau. Monsieur, je vous en prie. On avait reçu monsieur Eric Golo, représentant du candidat Denis Sassou Nguesso, monsieur Aboumé AZ, Mbobi AZ, voilà, du candidat Mafoula. Merci pour votre présence.
Et Cédric Pambou, merci. Il est le représentant de Vivian Manangou. Patrick Goma, représentant, il est le président, plutôt, le directeur de la campagne du candidat Kinoumbé Kambongo. Et nous avons échangé ensemble, en tout cas, c'est Sarah Mongia. Voilà. Alors, en tout cas, Sarah, tes impressions pour chuter. Et puis je vais boucler. Voilà, alors c'était un plateau où les candidats, les différents représentants des candidats se sont exprimés sur ce volet. Et c'est aux Congolais, aux téléspectateurs de la DRTV notamment, d'apprécier en fonction des réponses que les candidats ont données. Merci bien pour le téléspectateur. En tout cas, je vous remercie infiniment, chers candidats et chers représentants des candidats. Monsieur Patrick, infiniment merci parce que vous faites preuve de cette culture du débat. Ça nous va droit. Vous aussi. Cédric, vous avez pris le plateau comme lui, depuis là. En tout cas, je vois l'importance que vous avez accordée, le mérite de monsieur du Parti congolais du travail. Nous demandons beaucoup de voilà. tolérance. Voilà. La tolérance que nous avons, nous, à la majorité présidentielle. Voilà, nous aimons beaucoup. Nous aimons bien continuer. Nous aimons bien, s'il vous plaît, nous aimons bien continuer à avoir défilé sur ce plateau. Vous n'avez pas relancé le débat alors qu'on est en train de chuter. Non, on a chuté. Oui, nous voulons bien, c'est un message, je vous en prie, nous voulons bien voir défiler sur ce plateau les représentants des candidats, surtout du Parti congolais du travail, parce qu'il nous reste 2 séances pour boucler cet échange. Et à tous ceux qui nous suivent, les Atalakou surtout, tous ceux qui suivent, qui accompagnent les candidats, Atalakou, tout ça qui affiche sur la toile, montrez aux candidats que vous les aimez, vous les accompagnez. C'est ici qu'il faut défendre les propos ou les contenus de leur discours. Ainsi, vous allez les aider. Les projets de société, c'est ainsi que vous allez emballer les Congolais. Merci en tout cas pour tous. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci.